Je vais vous faire du coup, un rétex sur le FIC 2025 qui a eu lieu, en mars et avril, enfin du coup fin mars et début avril, heu, à Lille et du coup, simplement c'est parti. Je vous montre le sommaire. Alors, si la présentation veut bien. OK, donc le sommaire. On va commencer tout de suite par le FIC. Qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que l'événement simplement? Les acteurs qu'on peut y retrouver, le C2. Donc je sais que dès le début, comme ça doit pas parler beaucoup, mais tout va être expliqué juste après. Mon retour d'expérience, donc, ce que j'ai pu voir, les conférences cyber auxquelles j'ai pu assister et donc le FIC X Extia, donc voir quels sont les intérêts d'Extia à, simplement envoyer peut-être des consultants, des commerciaux dans cet événement qui a lieu, à Lille, une fois par an. Donc, voyons tout de suite le FIC, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Nathalie l'a introduit un peu tout à l'heure. Le FIC, c'est le Forum international de la cybersécurité. C'est un forum, du coup, où on va retrouver énormément d'acteurs de la cybersécurité qu'on verra juste après. Mais, tout simplement, c'est un salon qui a lieu, 3 fois par an. Donc une fois à Lille, donc en Europe, qui représente littéralement, oui, en soi, le forum en Europe, celui de Lille, qui a lieu au Grand Palais, donc qui a eu lieu, en mars, donc du 31 mars jusqu'au 2 avril. Une fois au Canada, du coup en fin d'année, donc du 14 au 15 octobre sur 2 jours, pour la partie en Amérique et pour la toute première fois de son histoire, le FIC aura lieu au Japon, donc à Tokyo, le 3 et le 4 décembre. Donc ce sera la toute première édition, sur le continent asiatique et du coup, c'est en fin d'année, ce qui fait que du coup, comme je l'ai dit, il y aura 3 salons. Donc pour le FIC de Lille qui a eu lieu, au Grand Palais, en chiffres, ça donne 18 200 participants, donc 4 000 participants en ligne, 730 partenaires privés et publics. Donc là, on parle des entreprises, donc, par exemple, Heu, pardon, des entreprises donc, de la cyber, de l'ANSSI qu'on verra juste après, par exemple, pour les acteurs publics. 580 intervenants, donc qui sont, principalement, des gens qui sont venus faire des conférences ou présenter simplement leurs produits, sur leur stand, leurs innovations, par exemple, aussi et 2 400 internationaux. Donc évidemment, comme il y a que 3 salons, il y a énormément de gens de pays d'ailleurs qui viennent simplement, donc on a jusqu'à 100 pays représentés pour cette édition de mars-avril. Hop là. Donc ensuite, les acteurs de la cyber. Donc si vous êtes un peu commun, familier avec, la cybersécurité et l'informatique en général, il doit y avoir quelques logos qui vous reviennent, pardon, en tête. Donc ce sont l'ensemble des acteurs qu'on peut trouver, là, il y en a vraiment qu'une toute petite partie, j'ai juste mis certains, un peu des plus connus, dont, Fortinet, Orange Cyberdéfense et dont l'ANSSI, du coup, qui va être, l'instance, on va dire, la plus, haute en termes de cybersécurité en France, donc l'Agence nationale, de sécurité des systèmes d'information, donc, pour l'anagramme et après on va avoir du coup, le reste de ces acteurs qu'on pourra retrouver sur le salon. Donc, à quoi ressemble ce salon? Tout simplement, je le compare souvent à un salon de l'étudiant parce qu'en soi, ça c'est vraiment pour moi un événement B2B, qui ressemble un peu au salon de l'étudiant, mais du coup pour les entreprises, dans lequel on va avoir, ce grand palais, du coup, qui se divise en plusieurs zones, dans lesquelles on va avoir des stands qui appartiennent chacun à une entreprise qui va présenter ses produits, mais aussi des petits espaces de présentation dans lesquels on va pouvoir voir des innovations, comme sur de nouveaux outils qui vont apparaître sur le marché, sur des, problématiques cyber qui peuvent, tout simplement, enfin que certains veulent soulever et donc apporter une solution, avec leurs produits d'entreprise. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça, comme vous pouvez le voir sur le plan de gauche. Et du coup, en tant que, on va dire, particulier, je le dis comme ça, enfin, en tant que personne qui y va seule, sans les besoins de l'entreprise, ça a été du coup compliqué pour moi d'aller, on va dire, de stand en stand, étant donné que, vu que c'est vraiment du B2B, on va au stand des entreprises en ayant un besoin. Que ce soit pour changer son infrastructure, pour avoir, un nouvel antivirus, avoir une solution de firewall, et cetera. Donc moi qui ne portais pas les besoins d'Extia et qui était uniquement, on peut dire en reconnaissance ou même en découverte, en soi, j'avais pas ce côté-là de, qu'est-ce que Extia pourrait vouloir acheter comme solution ou a comme besoin à combler, avec, ce que, les entreprises pouvaient proposer. Du coup,
pour moi, il restait vraiment cette partie conférence qui, du coup, là, est accessible à tout le monde, puisque simplement il suffit de s'y inscrire et d'y aller à l'heure à laquelle c'est indiqué, comme c'est marqué, là sur la droite, du coup, on peut voir qu'il y en a à 9h20, 9h25, 9h30. Il y en a comme ça toute la journée pendant 3 jours et tout simplement, ces conférences vont, être sur différents penchants de la cybersécurité. Ouh là, pardon. Tac, voilà et vont couvrir de nombreux sujets avec des intervenants venant de différentes entreprises et des internationaux, donc elles ne sont pas toutes en français. Donc il faut bien d'ailleurs se renseigner là-dessus pour pas être surpris au moment où on rentre dans les conférences. Voilà. Donc ce qui concerne les conférences, on y reviendra du coup juste après. Là du coup, je vais juste parler du dernier événement qui a lieu, durant le FIC, c'est l'EC2, donc qui est, l'European Cyber Cup, qui est en fait une compétition d'informatique, avec, des comment ça s'appelle? Des équipes de 8 à 10 membres qui vont s'affronter en fait dans ce qu'on appelle un CTF. Donc, si vous n'êtes pas familier avec le CTF, j'ai mis un petit screen pour résumer. Un CTF, ça va être une compétition dans laquelle on va poser des questions, aux analystes, cyber, aux participants de la compétition et auxquels ils devront répondre. Donc par exemple, là j'ai pris un screen de l'application TryHackMe, qui permet d'ailleurs de s'entraîner à ce genre d'événements que sont les CTF. Mais prenons une question basique qui est de, je ne sais pas, retrouver, le mot de passe de l'utilisateur, John Doe et simplement, bah, les équipes d'analystes vont, lancer plusieurs opérations pour trouver sur la machine, de manière, brute, le mot de passe, de, l'utilisateur en question qui a été demandé et lorsque ce mot de passe est trouvé, on va le renseigner dans la case qui est faite pour et s'il est correct, simplement, la réponse va être validée et en fait, ce mot de passe et réponses qu'on demande sont appelés des flags et donc en fait, capture the flag, c'est simplement, bah, voilà, capturer toutes ces réponses pour répondre au maximum de questions posées et gagner un maximum de points lors de cet événement. Donc voilà. Et cet événement, en fait, ce qu'il a d'intéressant, c'est que, bon, là, c'est un screen un peu brut du tableau des scores à la fin, mais c'est qu'il regroupe, en fait, 2 types d'équipes. C'est-à-dire que vous allez avoir des équipes d'entreprise. Donc comme vous pouvez voir, là, si vous arrivez à le voir sur la troisième place, on a Capgemini, du coup, qui a emmené sa propre équipe. Sur la quatorzième position, on a Quarks Lab. Donc il y a vraiment des équipes, en gros, d'entreprises qui viennent, en plus des équipes venant d'écoles d'ingénieurs dont notamment, certaines qui sont, bah, par exemple la mienne, enfin mon ancienne école qui était l'NCBS et l'école de l'ESNA, qui, aussi participait à ça, qui occupent les 2 premières places, du tableau. Donc, l'ESNA narcotrafiquants qui sont, 1 qui étaient d'ailleurs, nos ennemis jurés et GCC qui est, l'équipe de l'NCBS, donc, qui représente bien, nos chères valeurs bretonnes. Donc, GCC pour, galette, cidre et ah mince, je l'ai plus. Galette, cidre et crêpes, voilà, galette, crêpes, cidre, et puis voilà, donc au-delà de cette parenthèse, simplement, cet événement, regroupe écoles, donc futurs ingénieurs en cybersécurité et des acteurs de la cybersécurité qui ont déjà, du coup, des entreprises et qui ont monté des équipes pour participer à cet événement, qui se déroule sur 2 jours et à la fin, du coup, on a ce tableau des scores sur lequel, on va avoir, le premier et le troisième, la distribution des prix, comment on appelle ça? Les goodies et cetera et donc c'est un des événements qui a lieu, lors du FIC et qui, simplement vient aussi peupler, bah, cet événement. Voilà, tout simplement. Hem, Juste après, du coup, là, on a terminé sur la partie de ce qui est à ce que j'ai pu voir en tout cas au FIC, parce c'est vrai qu'il y a encore énormément beaucoup de choses, mais ça, c'était l'essentiel, on va dire et ce qui les points sur lesquels Exia va pouvoir intervenir plus tard, donc sur lesquels, je reviendrai à la fin et donc là, je vais vous partager du coup mon retour d'expérience sur, bah, principalement les conférences parce que comme je l'ai déjà dit, c'est un événement B2B, j'avais pas les besoins d'Extia, sur ce qui pouvait être changé en termes d'infrastructure, en termes de protection antivirus, de termes de protection de phishing et cetera. Donc je me suis intéressé au maximum aux conférences. Conférences, là normalement, une que je veux vous partager, que je vais vous partager, c'est sur un sujet qui a un peu buzzé ces derniers temps, qui est l'intelligence artificielle. Donc je ne sais pas trop si vous connaissez, simplement, sur le penchant des deepfakes. Donc les deepfakes, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce terme-là, mais c'est le fait d'utiliser
une IA pour, comment dire? Faire dire dans une vidéo à des personnes, à peu près tout et n'importe quoi, ce que l'IA est capable de faire. Comme vous avez pu en voir peut-être sur les discours d'Emmanuel Macron ou les discours de Donald Trump, qui ont été faits par IA, et ben, ça fait partie de ce qu'on appelle les deepfakes. Et cette conférence justement, menée par, 5, intervenants, tentait l'arnaque à Brad Pitt à l'hôpital. Alors c'était fameuse, malheureusement celle-là, on peut dire que c'est deepfake, hein, même si c'était très mal fait, ça rentre quand même dans les deepfakes puisqu'on usurpe, l'identité de Brad Pitt, donc en soi ça compte. C'est très mal fait, mais ça compte. Donc voilà, après pour revenir du coup aux vrais deepfakes, ceux qui sont vraiment plutôt, bien menés, cette conférence essayait d'apporter une réponse à comment les détecter et que faire, simplement pour s'en prémunir. Donc présenter, cette conférence était présentée du coup par Jérôme Billois, un partenaire, Wavestone, cyber, Émilie Mercier, donc alors j'ai mis une petite anti-sèche parce que, voilà, Émilie Lemercier qui est lieutenant-colonel adjointe au chef de la division stratégie du COM Cybermi. Voilà, et le COM Cybermi, c'est simplement le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Voilà, donc j'avais besoin d'une petite anti-sèche parce que ça rentrait pas dans la diapo, mais au moins c'est dit. Ensuite, du coup, il y avait Mariam, Kemener, qui est une juriste, simplement, qui était aussi là pour encadrer le côté juridique, de ce que représentent, les deepfakes et de ce qui est encouru, même si on verra pas trop cette partie-là. Et Paria Lotfi, qui est la cofondatrice, de, la solution DuckDuckGoose, qui est une IA qui traque, du coup, les deepfakes. Et c'est justement, du coup, ce qu'on va voir juste après, c'est que la solution qui est proposée lors de cette conférence, c'est tout simplement que c'est une IA qui va détecter, la création d'autres IA. Comme là, j'ai pris, 2 photos assez connues, celle du pape avec, sa doudoune North Face et Macron, dans les émeutes. Ce que va faire la solution d'IA, c'est tout simplement prendre certains points de l'image ou de la vidéo qui sont incohérents ou qui ne devraient pas être là ou qui simplement détonnent, aux yeux d'un ordinateur plus qu'aux yeux humains pour en fait définir un score de probabilité allant de 0 à 100, 0 étant que le contenu est réel et 100 étant que le contenu est généré 100 par IA. Et ben, c'est, le travail qu'elle va avoir à faire et l'analyste derrière qui passera en revue sur les images ou sur les photos, aura le dernier mot de dire à l'IA si oui, les éléments que tu as trouvés sont pertinents et oui, ce qui a été généré est fait par IA ou non. Et petit à petit, l'IA en, s'entraînant, va apprendre à détecter les deepfakes et ainsi permettre de, se prémunir de contenus, faux puisque l'un des gros problèmes du deepfake, au-delà des arnaques que ça puisse être, comme on a pu voir avec Brad Pitt, c'est aussi la désinformation. Parce que du coup, peu de gens enfin beaucoup de gens ont l'impression qu'on ne peut pas se faire avoir par les IA, certains ne sont pas sensibilisés aux IA et ben, c'est un gros problème étant donné que après les gens ne font pas les recherches et quand ils prennent, imaginons un discours politique généré par IA, sans se poser la question de s'il est vrai ou faux, on peut générer, énormément de désinformation et c'est pour ça que ce contenu, enfin ces logiciels d'IA qui traquent les deepfakes, ont été mis en place et vont être mis en place de manière à, rétablir ce qui est contenu réel et ce qui ne l'est pas. Mais au-delà de ça, des côtés négatifs, ils ont présenté aussi le fait que l'IA pourrait être utilisée dans le domaine d'enquête policière, dans le cas de personnes disparues. Et simplement, pour des personnes qui auraient disparu depuis plusieurs années, l'IA pourrait, vieillir, en tout cas le visage de ces personnes disparues et donner un portrait du coup plus actuel aux personnes recherchées, afin de pouvoir les retrouver. Parce que effectivement, lorsqu'on a des photos qui datent, c'est un peu compliqué d'anticiper les changements que la personne peut faire. Donc évidemment, l'IA ne pourra pas anticiper s'il y a eu de la chirurgie esthétique, ou ce genre de choses de fait, mais peut quand même essayer d'apporter une réponse à quoi ressemblent ces personnes qui ont disparu depuis 2, 3, 4, 10, 15 ans et apporter un portrait qui serait plus réaliste que la photo qui a été prise, le jour où ils ont disparu. Évidemment, ça reste à prendre avec des pincettes parce que l'IA, par exemple, sur des personnes entre la vingtaine et la trentaine ou la trentaine et la quarantaine, ça restera toujours plus pertinent qu'un enfant
qui va vers l'adolescence. Étant donné que les changements sont plus importants dans cette tranche d'âge-là, ça risque l'IA risquerait fortement de se tromper. Mais permettrait quand même d'apporter une certaine réponse, une possibilité supplémentaire pour retrouver ces personnes-là. Voilà. Donc l'IA et les deepfakes n'ont pas forcément vocation à être forcément négatifs, et peuvent aussi avoir ce côté positif qui, peut venir en aide, dans certains cas, à la population. Voilà. Donc pour cette partie-là, c'était l'une des seules conférences, on va dire, un peu, intéressantes que j'avais envie de partager là-dessus, étant donné que l'IA était quelque chose de plutôt, comment dire? Bah, qui a, comme je l'ai dit, qui a buzzé pas mal en ce moment et dont tout le monde parle et surtout du fait que c'est une technologie qui, même si elle est naissante, s'améliore d'année en année. Car autant, il y a quelques années, on rigolait beaucoup parce que voilà, l'IA, elle faisait un visage, elle mettait le nez au milieu de la figure et les oreilles dans la bouche. Bon, là, aujourd'hui, c'est un peu différent. Pour moi, les conférences sur comment on va reconnaître les deepfakes étaient un sujet qui était plutôt intéressant à présenter. Voilà. Mais sachez que du coup, au cours du FIC, il y a énormément enfin, cette année, il y a eu beaucoup de trucs sur les IA, beaucoup de conférences sur les IA, mais aussi sur des technologies différentes comme, ça peut être sur des de nouvelles technologies de SIEM, de nouvelles technologies de firewall. Les sujets sont assez variés, mais cette année, c'était quand même beaucoup porté sur l'IA. Donc j'ai choisi d'en proposer une sur l'IA. Voilà. Maintenant du coup, la dernière partie. Alors pardon, je vois qu'il y a une question. Si on entraîne l'IA à détecter ah pardon, attendez, c'est un peu petit sur mon écran. Si on entraîne l'IA à détecter les erreurs sur les deepfakes, est-ce que l'on n'entraîne pas indirectement l'IA à ne plus faire d'erreurs en la corrigeant? Hem, alors bonne question. Je vais quand même la relire parce que entraîne l'IA à détecter, les erreurs sur les deepfakes, indirectement lié à ne plus faire d'erreurs, ouais. C'est vrai. Ça, OK, je vois totalement le fait que simplement de pointer les erreurs que fait l'IA, ça lui permettrait d'apprendre où sont les erreurs et à ne plus les refaire. En gros, c'est ça, si je me trompe pas sur la question. Bah, j'ai envie de dire que oui. D'un côté, oui, forcément, c'est un peu qui tout double. Du coup, c'est l'une des questions que je crois peut-être qu'elle avait été posée. Je suis pas sûr qu'elle ait été posée, durant la conférence, mais je n'aurais pas la réponse exactement, mais à cette rép pardon, je n'aurais pas la réponse à cette question-là. Mais c'est vrai que le fait d'entraîner les IA à détecter où sont les erreurs, ça leur permettrait de les corriger par la suite. Et ben, moi, tout ce que je vois tout de suite en termes de réponse, ce serait, bah, simplement, avoir une IA plus performante, voilà, qui ce serait un jeu de, voilà, il y en a une, elle détecte une erreur, l'autre la corrige, et bah, l'autre va remarquer une autre erreur ailleurs, et cetera, et cetera. Mais, mmh, je pense sincèrement que, les IA, ouais, finiront à terme peut-être à plus faire d'erreurs, mais finiront toujours par faire des erreurs que d'autres IA seraient capables de détecter. Donc, étant donné que ce sont des scores de probabilité qui sont donnés, ça pourrait marcher. Enfin, attendez que je lise les commentaires. C'est une problématique générale, les données du code parfois pourries. On me dit que c'est pourri, on va finir par la corriger, l'améliorer. Spécialiser un modèle en particulier, cela ne devrait pas impacter les autres conditions que la sortie ne soit pas une donnée d'entraînement ou d'apprentissage. L'IA d'à côté. Attendez. Euh, Ça ne devrait pas impacter les autres conditions que la sortie d'entraînement ou d'apprentissage de l'IA. Écoute. Ok. Bah, là-dessus, peut-être qu'on peut y revenir plutôt sur l'instant des questions, parce que sinon je sens que je vais je vais beaucoup déborder. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal à dire, mais peut-être du coup revenir là-dessus, sur le temps des questions. Je termine et puis on pourra revenir dessus. Du coup, la dernière partie qui est entre guillemets, ce que le FIC aurait à apporter à Extia. Hem, Moi je vois 3 points qui sont: un, le fait de trouver le plus évident, trouver des solutions à des besoins cyber qu'aurait Extia. Puisque, comme je l'ai dit, les acteurs de la cyber, proposent que ce soit jusque firewall, switch, enfin plein de solutions de cybersécurité et de sécurité informatique. Donc les innovations aussi seront présentées durant ces salons, durant ces forums et ça pourrait du coup permettre à Exia de trouver quelque chose qui permettrait d'améliorer ses infrastructures.
En deuxième, il y a aussi trouver des partenaires, des sponsors, puisque en soi, ça reste un salon, ça reste un forum. Les gens ne font pas que discuter, ils mangent, ils boivent et du coup, on peut faire des rencontres, sait-on jamais, trouver des partenaires potentiels aussi, lors de cet événement. Et en troisième point, je verrais aussi la visibilité, notamment via l'EC2 qui serait, si on monte une équipe CyberXia de 8 à 10 personnes, ce qui permettrait simplement de montrer qu'Extia possède, une expertise cyber, une équipe, en tout cas, de la ressource au niveau de la cyber auprès des entreprises, mais aussi du coup auprès des écoles puisque comme je l'ai dit, il y a de futurs ingénieurs, qui vont sortir d'école, qui sont dans ces événements et simplement leur montrer que, bah, écoutez, si jamais il y a une ESN à côté qui a aussi les capacités de vous proposer quelque chose, qui vous plaît dans les cordes de ce que vous connaissez déjà et peut-être même plus. Donc, ce serait toujours un gain de visibilité auprès de ceux qui vont sortir d'école et aussi, bah, comme je l'ai déjà dit, d'acteurs déjà de la cybersécurité, qui, sont déjà bien présents. Voilà. Après, ce que j'avais dit oui, voilà, je voulais juste faire cette comparaison parce qu'on a, évidemment une équipe, enfin des communautés e-sport. Donc du coup, pourquoi pas une communauté, axée autour de la cybersécurité, ce qui pour permettrait du coup de réaliser ce dernier point qui pourrait être d'intérêt, pour Extia.